C'est l'histoire de beaucoup d'entre nous ici. Nous voulons dire à Suzy, Henri, Elisabeth, Noémie, Amir, Yaël, Philippe, Judith, Déborah et leurs enfants, pourquoi et combien nous revendiquons d'être des leurs. Pour chacun, la rencontre avec vous a changé nos vies. Vous nous avez entraînés à être en France des Juifs debout, nous et nos enfants. Henri et Serge, vous nous avez fédérés pour combattre le racisme et l'antisémitisme au travers des jeunes de l'ALICA du temps de Pierre Bloch, le révisionnisme, les nazis avec Serge et Beat Klarsfeld. Vous nous avez rendus solidaires de nos juifs d'Éthiopie et de Syrie. Vous nous avez fédérés dans ces identités d'être juifs en France, libres, et debout aussi parce que Israël existe et que Israël est notre ami et notre allié. L'engagement est politique. Henri et Serge créent le Renouveau Juif qui devient l'organisateur des 12 heures pour Israël. Ces 12 heures d'Israël, pour Israël, de la porte de Versailles à la porte de la Villette, sont la plateforme du vivre juif en France. Toute la classe politique française y défile pour draguer le vote juif. Une apogée forte, porte de la Villette en 1980, 100 000 personnes pratiquement, le mot d'ordre est un vote sanction contre Giscard d'Estaing. François Mitterrand y vient. Il est élu président le 10 mai 1981. Il avait une radio clandestine, dite Radio Libre. Serge invente la radio juive le 17 juin 1981, avec un émetteur, acheté 50 000 francs en empruntant de l'argent à son père, en louant un studio rue du Borrego. La radio était libre mais pas vraiment légale, comme notre réunion aujourd'hui. On disait qu'on était dans le bois de Meudon à l'époque. Serge recrute, comme d'habitude, les copains, militants, chefs d'entreprise, artisans, hauts fonctionnaires. Un seul pro, Michel Zlotowski, dit fidèle. Francis Lenchner, Charles Gouze, Nicole Zilbert, Annie Minsky délaissent bureaux, officines pour se transformer en journalistes. Yossele Testiller, fourreur de son état, fait ses Lestenayes en yiddish. Chaim Nissenbaum se repose au bureau et branche l'antenne à New York sur le Rebbe. Nelou est déjà à la technique, Dov Zera à l'économie. L'émission politique du dimanche de Serge est reprise par toute la presse. 40 ans après, aujourd'hui, quand on pense radio juive, on pense Radio J. Il a doté la communauté juive d'une radio, mais il lui a surtout donné sa voix. Sa radio était sa voix et sa voix était sa radio. Sa voix qui nous a portés à interpeller. À nous aujourd'hui de continuer à la diffuser. Je vais citer, je crois, Éluard. Tu te rêvais d'être libre et nous te continuons. Je vais maintenant, si vous voulez bien, céder la parole à Suzy. Donc nous sommes en direct de Paris où se déroule l'hommage à Serge Achdenberg. Suzy, sa femme, son épouse, sa compagne de toujours, s'apprête donc à prendre la parole pour rendre hommage à Serge, donc le fondateur de cette radio que nous aimons tant. Cette radio qui est donc, comme l'expliquait Jacqueline Friedman, la voix de Serge et la voix aussi de la communauté juive dans son ensemble. C'est grâce à elle que la communauté a pu avoir une voix importante, reconnue. Mon Serge chéri, notre merveilleuse aventure commençait il y a 61 ans. C'est terminé hier, enfin vendredi soir.
Et tout le monde sait que partir à la veille de Shabbat et entouré de sa famille est réservé aux tzadikim. Je veux d'abord honorer la mémoire de ton papa Joseph, ta maman Macha, ta petite sœur Monique et celle de Michael Bartzfi. Je veux remercier Patrick Nataf et Richard Doran qui nous ont offert le merveilleux cadeau de profiter encore de toi pendant presque 4 années. Année que tu as décidé, à ta sortie du coma provoqué, après ta greffe, de consacrer à la recherche des derniers nazis. C'était une boutade, quoiqu'avec toi, rien n'était impossible. Je n'ai pas ton don pour faire des discours et écrire des éditos, mais je profite que tu ne peux plus me contredire pour dire, le redire et le dire encore. Tu as été l'amour de ma vie, tu es l'amour de ma vie et seras toujours l'amour de ma vie. Toute notre famille et nos amis savent que nous nous sommes chamaillés toute notre vie, autant que nous nous sommes aimés. Je laisse le bonheur à tes enfants et petits-enfants de dire quel père, quel grand-père et arrière-grand-père tu as été, et je laisse à ton entourage de combat et d'amitié de dire quel militant tu fus. Mais moi, je veux dire quels ont été nos 57 ans de vie commune. Toute ma vie, j'ai agi selon ta volonté. J'ai couru, me suis accrochée pour répondre à ton intransigeance, respecter tes décisions, même si parfois c'était très difficile et envahissant dans notre vie professionnelle et familiale. Parfois j'y suis arrivée, mais pas toujours. Ce fut souvent dur, mais je ne le regrette pas, parce que j'ai vécu une vie riche et exaltante à tes côtés. Et mon plus grand bonheur était quand je me rendais compte que tu étais fier de moi. Je suis dévastée par ton départ, mais je promets de respecter les promesses que je t'ai faites. Ne pas oublier de mettre de l'essence dans la voiture, ne pas dépenser d'argent à tort et à travers, mais surtout me battre jusqu'à la fin de ma vie pour que les Juifs qui savent quel mensch tu as été ne l'oublient pas et que ceux qui ne le savent pas encore l'apprennent. Faire des cadeaux n'était pas ta plus grande spécialité, mais tu m'as offert les plus merveilleux des cadeaux qui soient, 4 filles exceptionnelles qui ont toujours été ta fierté et la mienne. Et je sais que ce seront elles qui m'aideront à supporter ton absence. En partant pour ton dernier séjour à l'hôpital, tu m'as dit « Il est dur de mourir au printemps, tu sais. » Et tu as rajouté avec ton amour décapant, en hiver aussi d'ailleurs. Toute ta dernière semaine à l'hôpital, tu nous as répété « Laissez-moi partir. Je suis trop fatiguée pour vivre. » Lorsque tu as déclaré cela à l'équipe de soins palliatifs, j'ai manifesté mon étonnement parce que ton leitmotiv a toujours été, depuis ta greffe cardiaque et jusqu'à ta dernière hospitalisation, continuons le combat. Et tu me disais toujours durant ces longs mois où tu as subi tant d'examens, de biopsies, d'interventions chirurgicales, de rayons, je veux qu'on m'administre tous les traitements, aussi pénibles et dangereux qu'ils soient. Et le docteur a dit devant toi, cela prouve, monsieur Ashdenberg, que vous êtes un homme courageux et déterminé parce que vous faites face à la situation et êtes capable de prendre la meilleure décision pour vous et votre épouse. Tes dernières paroles furent « Je veux partir comme on éteint la lumière ». Et ce fut fait selon ta volonté, volonté que j'ai toujours respectée. Mais sache que tu seras toujours la lumière de tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et surtout de la mienne. Serge, je t'aime. Les mots très très émouvants de Suzy qui rendait hommage, je suis émue aussi, à Serge, son mari. On appelé les filles de Serge et de Suzy par ordre d'entrée dans la vie, Noémie.
C'est donc au tour des filles de Serge Hachdenberg de prononcer cet hommage à leur père. Donc, comme il a été indiqué, elles vont intervenir par ordre de naissance. L'aînée, Noémie, suivie de Yaël, Bon, Judith. pour commencer, je voulais me présenter, mais Jacqueline l'a déjà faite. Je suis Noémie, la fille aînée de Serge. Je suis partie en Israël il y a presque 40 ans. Et je ne connais pas beaucoup d'entre vous aujourd'hui, mais je comprends la place qu'avait mon père pour vous tous. Mais pour moi, il est mon papa. Le micro est pour la famille Hachdenberg une façon de s'exprimer naturelle, et pas pour moi. Mais papa, je le fais pour toi aujourd'hui. Papa, aucun mot ne peut exprimer la douleur et le vide que je ressens ces dernières heures. La nature est faite de façon à ce que les enfants perdent leurs parents, mais nos cœurs ne peuvent pas la mettre. Je voudrais, papa, te remercier pour l'éducation que tu m'as donnée, la patience que tu as eue toutes ces années, les longues discussions que nous avons eues sur la France, sur Israël, discussions sur mes enfants et de tant de choses. Merci pour l'amour d'Israël que tu as réussi à me transmettre et ainsi d'y élever ma famille. La famille qui t'admire, et tu es pour eux un exemple, le meilleur des papis, mais avec l'accent hébreu. À qui vais-je téléphoner tous les jours en rentrant du travail et raconter ma journée et prendre conseil sur les problèmes logistiques et problèmes de tel ou tel client ou fournisseur? Qui va m'appeler ma mimiche et me dire où est Omri? Vous avez des nouvelles de lui? Et me dire les Hachdenberg Cohen sont toujours des gagnants. Soukentan 2014. Lior, mon fils aîné, a raconté à sa fille Liane que tu aimais tant, que tu dors profondément et que tu es très fatigué, donc tu ne peux pas te lever. Mais comment c'est possible? Tu n'étais jamais fatigué. Tu étais le plus fort des papas. Tu étais l'imbattable père qui avait réponse à tout et qui savait tout. Papa, comment vais-je rentrer à la maison? Rejoindre mes filles et petites filles en sachant que tu ne le reverras plus jamais. Notre vie n'est déjà plus la même, et pour maman et pour ta descendance, je te promets qu'on continue le combat et ta voix, comme tu nous l'as appris toute notre vie, et en particulier ces dernières années. Lior, Métal, Liane et la petite Émilie, Omri et Dror, Amir et moi, te serrons tous dans nos cœurs chaque instant. Nous ne te disons pas au revoir, papa, car tu es toujours avec nous. Je vais finir par des mots d'un poète israélien très connu, Nathan Yonatan. Efo yeshnam od anashim kemo ha'ish hahu. Où y a-t-il encore des hommes comme lui? Papa, Tabimish. Yaël, s'il te plaît. Nous venons donc d'entendre la fille aînée de Serge Hachdenberg, Naomi, qui a fait son alia en Israël. Papa, tu étais la dualité et la constance, le doute, la certitude, la tendresse et la rugosité. Le monde entier et Israël seulement, la France et Israël seulement, la France et la France seulement. Les bisous et les coups de gueule, le grand-père et l'arrière-grand-père, le père et mon père, l'ami et le confident, le féministe et l'homme de la maison, l'homme des mots et l'homme de radio, l'enfant de la guerre et le mensch, le fils de Joseph et le fils de Macha. Tu étais la Pologne et Belleville. Tu étais Paris et ses restaurants, Paris et toutes ses boutiques. Tu étais juif russe et juif yéménite. Tu étais l'humour et la critique, l'amitié et la fidélité,
la rancœur et le pardon, le débat et la parole confisquée, la cause juive et la cause juive. Tu étais Tel Aviv et ses cafés, tu étais l'époux et le compagnon de route, le grand frère et l'oncle, le neveu et le cousin, le beau-frère et le beau-père, le contradicteur préféré de Philippe et un mentor, le cinéma et le canard enchaîné, le monde et Radio J, les éditos et les interviews, la plume et la voix, l'audace et le courage, l'Alika et le renouveau juif. Tu étais Shmuel et puis Arié, les religieuses au café et les glaces Bertillon, le Keskir et le Strudel, le chocolat et le chocolat, la religion et la tradition, le politique et l'indépendant, le généreux et le panier percé, la mémoire et l'histoire, tout cela dans l'ordre et dans le désordre, tout cela et plus encore. Comment fait-on quand on sait que c'est la fin? M'as-tu demandé 3 jours avant ta mort? Et moi, comment vais-je faire? À qui vais-je raconter mes procès et mes petites histoires? Comment interrompre le fil ininterrompu de nos échanges? Qui va m'appeler 5 fois par jour quand mon nez coule? Et nos engueulades et nos réconciliations? Notre tribunal permanent? Papa, la robe je la porte pour toi qui aurais tant voulu la porter. La vie en a décidé autrement. Mais dans chacune des causes souvent perdues que je défends, il y a un peu de toi. J'ai compris que je dois te dire au revoir, alors je m'y résous. Tu n'étais pas l'homme de la demi-mesure. À Israël, tu ne pouvais offrir seulement tes jours ou tes nuits. Après lui avoir offert ton âme et tes cœurs, tu lui offres ton éternité. Repose en paix. C'était donc Yaël, la seconde fille de Serge, à venir Judith, sa troisième fille, qui doit également rendre hommage à son papa. Moi, je peux pas parler de papa assise. Judith, qui donc s'installe pour une prise de parole, la troisième fille de Serge et de Suzy. Je dois vous dire qu'on a préparé tous les discours. Et moi, je ne savais pas que ça allait être si douloureux de perdre un père. Les enfants juifs sont fous. Ils pensent que leurs parents sont immortels, disait Albert Cohen, comme nous l'a rappelé Gilbert, un grand ami de la famille. Beaucoup d'entre vous, mes sœurs et mamans, Jacqueline, vous avez parlé avant moi et beaucoup après moi vont parler de papa et de son activité dans la communauté. Et moi, je lui disais sans arrêt d'écrire ses mémoires, afin que nous, ses filles, connaissions tout de ses activités et que nous le méritions, puisque nous avions partagé notre père avec vous, la communauté. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu frères et sœurs et que nous sommes tous un petit peu orphelins de quelque chose de papa. Alors, j'ai envie de parler avec vous de mon père, de Serge le père, et pas Serge de la Radio J. Serge de la Radio J, comme m'a dit quelqu'un qui l'a rencontré à Tokyo dans un café. Alors, pour moi, papa, c'était le père de famille, mon confident, mon ami. Nous nous parlions tous les jours, 1 à 2 fois par jour. Et alors, si on ne répondait pas, il pouvait appeler 18 fois de suite. Mais où t'étais, je t'appelle. Oui, mais papa, je travaille. Oui, mais où t'étais? Nous parlions de tout, du travail des enfants, de la politique en Israël, en France et dans le monde. Je lui parlais de mes coups de gueule et lui des siens, et donc vous pouvez imaginer que les conversations étaient longues et intarissables. Et notre sujet préféré, bien entendu, la revanche sur les nazis, les antisémites, les négationnistes, toute l'extrême droite et le monde entier. Je voudrais vous parler de mon père, et j'espère vous faire un peu sourire aujourd'hui, avec lequel, adolescente, j'allais voir 2 films d'El Cillé les samedis après-midi,
souvent avec Muriel qui est là. On se gavait de caramel et de chocolat, ça reste sur moi. De papa qui nous ordonnait de sortir de la maison le week-end en nous disant qu'il y avait trop de choses à découvrir dehors à notre âge pour traîner à la maison. De papa qui m'emmenait faire les magasins et qui m'a donné le goût de la mode et de l'originalité. De papa qui m'a laissé avoir mon émission de radio, qui m'a fait confiance. De l'ouverture d'esprit de papa qui est revenu les bras chargés de livres sur les études en Chine quand je lui ai dit que je voulais y étudier il y a près de 30 ans. Mais puisqu'il n'était tout de même pas à une contradiction près, il m'attendait tout de même le soir, très tard, la chaîne à la porte pour que je sois obligée de sonner. Ah oui, mais oui, Judith, tu peux partir à l'autre bout du monde seule, ne me parler qu'une fois par semaine, mais quand tu es à la maison, tu rentres à minuit. Ah oui, c'est vrai, je n'avais que 23 ans et ça faisait seulement 4 ans que je vivais seule en Israël. Je voudrais vous parler de ce père qui est venu avec maman pour chaque naissance au Japon, qui, avec sa délicatesse légendaire, ne se cachait pas de me dire que les prénoms de mes enfants n'étaient pas franchement à son goût, mais qu'il s'y ferait. Et il les a gâtés, choyés, aimés, encore et encore. Et Noé, Mika, Yoav et Yanaï sont là avec moi aujourd'hui. C'est de ce père qui faisait tout Tokyo à pied avec moi et qui, d'année en année, se souvenait de chaque magasin. Il disait, mais l'année dernière, quand je suis venue, il y avait un restaurant ici, Judith. Il m'a expliqué aussi très sérieusement que pour former le palais des enfants, il fallait leur donner du chocolat, mais pas du chocolat industriel, que le meilleur chocolat, le chocolat artisanal. Je pourrais comme ça continuer des heures et des heures sur les souvenirs de papa, mais je vais finir sur le dernier grand conseil qu'il m'a donné et qui, j'espère, le rendra fier de moi. Lui disant que je n'arrivais pas à prendre une décision quant à ouvrir mon propre cabinet, et je lui ai dit, je ne sais pas si c'est une bonne idée et si je vais y arriver. Il m'a dit, si tu ne le fais pas, ça c'est sûr, tu n'y arriveras pas. Et puis il a fini, comme il a toujours fait, en me donnant un conseil, mais Judith, tu es une grande fille maintenant et tu dois prendre une décision. Et la décision, c'est que tu dois le faire. J'ai réussi, vous riez tous. Alors il était mon père, il est toujours mon père, il était mon ami, mon confident, mon guide, mon support. Et moi, je vais devoir apprendre à vivre sans lui près de moi. Et oui, les enfants juifs sont fous. C'était donc Judith qui nous a rappelé que les enfants juifs sont fous parce qu'ils croient que leurs parents sont éternels, comme c'est vrai. Nous attendons maintenant la parole, la prise de parole de sa dernière fille, la plus jeune, Déborah. Déborah qui ne va pas tarder donc à prendre la parole, elle aussi, pour rendre hommage à ce père tant aimé. Mon papa, je t'écris et mes larmes coulent toutes seules. Comment on se sépare d'un être tant aimé. Depuis ton départ, je demande autour de moi à ceux qui ont déjà vécu ce deuil. Est-ce qu'un jour ça fera moins mal? Est-ce qu'un jour on s'habitue à l'absence? Je n'arrive pas encore à imaginer ma vie sans tes appels quotidiens. Au cours de chacun d'eux, tu me demandais des nouvelles de Ran et de mes filles, un par un, avec des questions précises et un petit mot personnalisé pour chacun. J'avoue que j'avais du mal à trouver quelque chose à dire à chaque fois, mais je m'efforçais quand même de trouver une petite anecdote, car je sentais comme tu aimais entendre parler de ta descendance dont tu étais si fière. Papa, l'histoire raconte qu'avant ma naissance, tu t'étais acheté un costume pour ma Brit Mila, étant persuadé que cette fois-ci, après 3 filles, c'était sûr que tu aurais un fils. Mais lorsqu'on évoquait cette anecdote, tu niais tout en bloc et me disais que tu rêvais d'avoir encore une fille et de m'avoir moi. Et lorsque les gens te demandaient si tu n'aurais pas voulu avoir un fils, tu répondais toujours « Bien sûr que si, mais je ne vois pas du tout à la place de laquelle de mes filles. » Dans toute cette souffrance, je suis reconnaissante d'avoir pu te dire au revoir et de me séparer de toi avant ton départ. J'ai pu te dire des choses que la pudeur m'avait empêché de te dire jusque-là. J'ai pu te faire aussi des aveux et tu m'as dit m'avoir pardonné. Ce jour, quand j'avais environ 8 ans et un vendredi soir où nous rentrions de chez mamie, j'ai fait semblant de m'être endormie dans la voiture et tu m'as portée dans tes bras jusqu'à mon lit. Je n'étais plus un bébé tout léger, mais déjà une grande fille, mais j'aimais tellement sentir tes bras autour de moi. Plus tard, et cela je ne te l'ai pas avoué,
Pendant chacun de nos trajets en voiture, et ils étaient nombreux car nous faisions plein de choses ensemble et que tu ne rechignais jamais à m'accompagner partout, tu aimais prendre ma main dans la tienne. Et moi, adolescente, ce geste m'agaçait. Mais je n'osais rien te dire car je ne voulais pas te blesser. Cette même main, je l'ai tenue dans la mienne jusqu'au bout, sans vouloir la lâcher. Et aujourd'hui, je donnerai tout pour la sentir à nouveau. J'ai choisi de parler de toi en tant que papa et papy, car cet honneur n'est réservé qu'à nous, alors que le journaliste, le militant, l'ami, le combattant, le mensch, nombreux sont les gens qui peuvent témoigner. Depuis ton départ, les hommages nous inondent sur toutes les ondes. Et même si je le savais déjà, je prends encore plus conscience de ce que tu as semé et récolté. Papa, si je pouvais, je parlerais encore des heures de tout ce que tu nous as insufflé, donné, offert, apporté. Je raconterai des anecdotes et des souvenirs merveilleux, ces soirées cinéma et les week-ends au ski qu'on se faisait tous les deux. Je voudrais crier au monde quel merveilleux papa et papy tu étais, quel exemple extraordinaire tu resteras pour nous, à quel point tu aimais la vie et les découvertes, de quelle manière tu trouvais en chacun un sujet de discussion et un terrain d'entente, la façon dont tu utilisais l'humour dans toutes les circonstances, la bienveillance dont tu faisais preuve, mais surtout, si je pouvais, je te dirais une dernière fois à quel point je t'aime. Repose-toi en paix, mon papa chéri, tu l'as bien mérité. Difficile d'intervenir après ces mots très émouvants. C'était donc Déborah, la fille la plus jeune de Serge et de Suzy. À venir, une prise de parole de Philippe, le mari de Yaël, le gendre qui était très très proche de son beau-père. Philippe, que nous allons écouter. Donc je suis Philippe, effectivement, le deuxième gendre de Serge. Amir et moi, on représente les gendres, vous avez compris. Notre troisième beau-frère est resté en Israël. C'est beaucoup d'émotions aujourd'hui de parler de Serge. Je crois que beaucoup de choses ont été dites par ses filles et vont être dites par ses amis. Moi, en ce qui me concerne, je suis rentré dans la vie des Hajdenberg dans une situation un peu rocambolesque, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui, bien entendu, c'est privé. En tout état de cause, Amir et moi, on peut dire que quand on est un gendre, on est un fils dans cette famille, et on a été considérés comme des fils par Serge depuis le début. Je crois que Serge, il a trouvé aussi en ses gendres des fils qu'il n'a pas eu, bien entendu. Il pensait que Déborah serait un garçon, mais ce n'était pas le cas. Alors, on a été très fiers, Amir, moi, Ran, d'être ses fils qu'il n'a pas eu. Bien entendu, on lira le Kaddish. Enfin, moi, je ne le lirai pas, mais Amir le lira. On lira le Kaddish pour lui, on lira le Kaddish pour ses filles. Serge est un modèle. En ce qui me concerne, j'ai vécu beaucoup d'instants en sa compagnie. Je l'ai observé, j'ai grandi grâce à lui. Et elle disait, il a été un de mes mentors, effectivement. Il a été un de mes mentors parce que quand je suis rentré dans cette famille, je n'avais pas la conscience de ce qu'était la communauté juive française. Jeune Marseillais, j'arrivais, j'étais un peu perdu dans ce monde. Et Serge m'a beaucoup montré la voie. J'aimerais pouvoir faire quelque chose un jour pour qu'on arrive à perpétuer ce qu'a fait Serge. Il y a eu ce moment un peu particulier où personnellement, je me suis posé la question à un moment donné en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, d'essayer de faire quelque chose pour la radio. Henri a fait, je pense, ce qu'il fallait à ce moment-là pour la radio. Mais j'ai eu quand même un peu mal de voir finalement la radio sortir du périmètre de Serge. Mais c'était plutôt compliqué parce que je ne savais pas vraiment quoi faire. En tout cas, je pense que la radio aujourd'hui est entre des bonnes mains et que Serge en est fier. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Serge, notamment à la maison. Serge, notre maison était sa deuxième maison. Il a vécu en Israël, certes, mais il a vécu vraiment beaucoup à Paris. Et c'est un Français avant tout, Serge. C'est un Français qui avait ce paradoxe en lui d'être très français et en même temps tellement israélien. Serge avait réservé des billets pour le 11 mars.
il avait réservé ses billets au mois de décembre quand il allait bien. Au mois de décembre, on lui a dit que tout allait mieux et que c'était terminé. Alors à ce moment-là, il a pris les billets avec son épouse. Serge ira le 11 mars en Israël, mais pas de la même façon. Voilà. Serge, je veux vous dire aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai, mon père est là, il ne m'en voudra pas, que pour moi, vous avez été un deuxième père. Voilà. Merci pour tout ce que vous avez fait, Serge, et merci de nous avoir donné vos filles, elles sont extraordinaires. Merci. Les mots très émouvants de Philippe, l'un des gendres de Serge Hachdenberg, qui a rappelé la fierté qu'il avait eue d'être le gendre de Serge, d'avoir été un peu comme un fils que Serge aurait tellement voulu avoir, mais qu'il a été quand même gâté par la vie avec toutes ses filles. Les prochaines prises de parole à attendre sont les petits-enfants de Serge, Isadora, Astrée, Solal ou encore Perla. La première à prendre la parole, je crois, sera Isadora. Les petits-enfants de Serge, toute sa descendance si nombreuse. Des petits-enfants. Est-ce que vous saviez que l'immeuble juste en face de cet hôtel était un salon de thé détenu par une juive que notre grand-oncle connaissait avant la guerre ? Après la guerre, ils sont revenus, mais le fils, il a fait une crise cardiaque, alors ils sont partis vivre en Israël. C'est d'ailleurs là, dans les années 50, il me semble que Johnny Hallyday, qui était encore ado et habitait dans le coin, a chanté pour une des premières fois devant ses amis. Et puis en mai 1994, je crois, ça a été racheté par un riche héritier d'une grande famille qui avait réussi dans la chaussure. Bah moi non plus, ça, je le savais pas. Mais c'est toi, papy, qui me l'a appris. Papy, notre encyclopédie. Papy, le bon vivant. Papy, le protecteur. Papy, le curieux. Papy, le battant. Papy, merci. Merci de m'avoir inondé de ta présence et de tes messages vocaux. Merci pour la leçon de force et de courage. J'essaierai de t'arriver à la cheville, mais ça va pas être de la tarte, comme tu le disais. Merci pour les heures entières d'anecdotes sur chaque recoin d'immeuble parisien. Et désolée d'avoir parfois somnolé dans la voiture quand tu les racontais. C'est de bonne guerre parce que toi, tu somnolais souvent au cinéma à côté de moi. Merci pour les centaines de glaces Bertillon et pour nos débats intenses sur le meilleur chocolat de la boîte ou sur le meilleur parfum de fondant Maminova. Merci pour toutes tes questions et pour toutes tes réponses. Merci pour ton regard qui s'illumine d'amour, de malice et de tendresse à chaque fois que tu nous vois. Papy, tu es formidable et tu seras toujours là. Papy, on voudrait écrire quelques mots, mais comment écrire que quelques, et surtout comment écrire des mots ? Quels mots pour définir ce qui dépasse les noms communs ? Quelle phrase pour celui qui avait toujours un discours entier ? Pour Papy, je dirais que c'est plus des sensations. Une sensation de tout, de beaucoup, de toujours, d'affluence, de plénitude. Quant à lui seul, il pouvait donner l'impression de faire tourner le monde entier. Quand parfois son regard et son sourire suffisaient, quand un « coucou papy, coucou ma cocotte » valait plus que tous les éditos du monde. Coucou papy, c'est moi. Oui, c'est moi, c'est toi, mais c'est moi. Alors oui, ta présence sera toujours là. Oui, c'est surréaliste et on croit toujours t'apercevoir au-dessus de l'épaule de quelqu'un, surtout quand on arrive au moment des desserts. Mais cela n'enlève rien à la douleur qui déchire nos cœurs. Enfin, notre cœur, parce que nous, on n'en a qu'un. Il n'y a quand même que toi pour aimer tellement de monde qu'il t'a fallu 2 cœurs. Elle est bonne, hein ? Elle ne fait pas le ménage, mais elle est bonne. Bisous, papy. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Quand je pense à mon papy, j'éprouve d'immenses fierté. Fierté d'avoir été aussi complice et proche d'un homme qui, de par son savoir et sa culture, m'a permis de grandir et de découvrir le monde. Ta curiosité et ton attention auprès de moi ont fait de moi, au fur et à mesure des années, un garçon heureux. Après tant d'années de rire, de joie et de bons moments, il n'y a qu'un seul mot que j'aimerais réellement te dire aujourd'hui, et celui-ci est merci. Merci pour tout ce que tu nous as transmis, merci d'avoir fait toujours en sorte que notre famille soit si belle et unie. Merci pour tous ces rires et ces découvertes que tu m'as permis de faire. Merci pour l'atmosphère que tu créais à chaque fois que tu franchissais le pas de notre porte ou de n'importe quel endroit que l'on fréquentait ensemble.
J'ai appris de nouvelles choses à chaque fois que nous nous sommes parlé et que nous étions à la maison, en voiture, au restaurant, avant le début du film au cinéma. Jusqu'à hier soir encore, j'écoutais ton interview sur YouTube faite il y a moins d'un an par Nelou. Et bien que je connaissais déjà toutes les histoires, ce fut encore incroyable et enrichissant de pouvoir écouter ta voix. J'admire ton parcours, ton aura et ton charisme. J'ai également découvert ces dernières années une grande sensibilité chez toi et encore une fois, je me suis reconnu à travers toi. J'aimerais te ressembler plus tard. Tous nos bons moments passés ensemble resteront gravés à jamais. Alors papy, merci et repose en paix. Cher papy, toi qui rythmais la vie de tes auditeurs à coups de chroniques et d'interviews, ce n'était rien comparé au rythme effréné de restos, Disney, repas et spectacles qui constituaient la nôtre. Je comptais chaque jour en attendant que le week-end arrive pour t'avoir et le vendredi, et le samedi, et le dimanche avec nous. Je pouvais enfin trouver une oreille que mes histoires inutiles d'adolescente intéressaient. Tu es et tu resteras le rayon de soleil de ma vie, dont le sourire illuminait chaque instant. J'ai encore du mal à me dire que tu es parti, mais j'espère de tout mon cœur que tu entends nos mots à tous aujourd'hui et qu'ils te plaisent. Tu me manques déjà énormément. Bisous mon petit papy, je ne t'oublierai jamais. Nous venons donc d'entendre les petits-enfants de Serge Ashdenberg, Isadora, Astrée, Solal, Perla. L'un de ses petits-enfants, l'une de ses petites filles, qui a rappelé que Serge aimait tellement les autres qu'il lui a fallu 2 cœurs. Il était un grand-père tellement attentif, tellement aimant. Voilà, nous découvrons le grand-père qu'il était à travers les paroles très émouvantes de ses petits-enfants. À suivre, les amis de Serge. Et on attend la prise de parole de Serge Bourreau, qui, je crois, ne devrait pas tarder. Nous sommes donc, je vous le rappelle, en édition spéciale. Vous assistez en direct. Nous avons voulu vous faire partager ce dernier hommage au président d'honneur de la radio, de Radio J, qui est aussi son cofondateur, Serge Bourreau. Prends la parole. Et un exemple d'engagement en faveur d'idées que nous connaissons et partageons tous ici. L'action de Serge est connue de tous. Serge, tu es aussi, j'allais dire surtout, j'insiste sur surtout, au risque de m'attirer des regards de certains, un fils, un frère, un mari, un père, un grand-père, un arrière-grand-père exceptionnel. Tu es également un ami fidèle et généreux, pas un ami Facebook. Les mots ont un sens. S'il en était besoin, Pierre, Daniel, Jacques et Gérard, et moi-même pouvons en attester. Nombreux sont ceux qui te côtoient depuis plus d'un demi-siècle. Si on en croit certains, ils sont de tes amis. Il y en a même qui disaient qu'ils étaient mes amis, disait Serge, avant ma naissance. Tu es un ami complice car devant une situation donnée, en présentiel ou en distanciel, comme on dit maintenant, nous savions ce que l'autre pensait, voire le jeu de mots que cela lui évoquait, ou imaginions l'échange que nous aurions eu si nous étions face à face. Cette complicité m'est indispensable et elle ne s'arrêtera pas ce jour. Beaucoup t'ont qualifié de mensch, mais qu'est-ce qu'un mensch? Pour ça, je vous laisse aller. Vous avez tous des ordinateurs. N'hésitez pas à ouvrir Google. En tout cas, ils ne se sont pas trompés. Mimiche. Où elle est Mimiche? Mimi, Yayouche, Juju, Déborah, je vous aime toutes. Suzy, je t'adore. Serge, à tout à l'heure, j'ai un truc à te dire. C'était donc Serge Bourreau, un ami de Serge Ashdenberg, notre président d'honneur, le cofondateur de Radio J, qui rendait hommage à son pote. À suivre maintenant
le représentant du CRIF, C'est très Francis difficile pour Khalifa. moi de prendre la parole après ces témoignages poignants de son épouse, de ses filles, de ses petits-enfants. Mais je crois que le temps des hommages viendra et la communauté juive saura rendre hommage à Serge à la hauteur de ses mérites. Aujourd'hui, c'est le temps des témoignages. Alors, je voudrais vous dire que j'ai connu Serge il y a plus de 40 ans maintenant. C'était au moment où nous étions engagés dans le combat pour la libération des Juifs du RSS. Et puis, tout de suite derrière, c'était Serge le pionnier de la radio, celui qui a fait de Radio J une marque, la marque de la radio juive en France. Et quelle que soit la radio à laquelle on veut faire référence, c'est toujours Radio J que l'on a et que l'on entend parce que Serge a su faire de cette radio une marque. Et je crois que pour cela, la communauté juive lui en sera toujours reconnaissante. Serge, c'était un homme de conviction, un homme d'engagement, un homme courageux, mais avant tout, c'était un esprit libre. Il était avant tout un homme d'action, un militant qui avait chevillé au corps la défense d'Israël et l'amour du peuple juif. Serge était de tous les combats et n'a jamais ménagé sa peine et son énergie. C'est aujourd'hui une perte immense pour la communauté juive de France qu'il laisse orpheline de ses passions, orpheline de son ardeur, orpheline de l'amour qu'il lui portait. La communauté juive perd un militant ardent et passionné, dont chacun a pu apprécier la constance des engagements depuis de nombreuses années. Elle perd un fervent défenseur. Moi et beaucoup ici perdent un ami. Au revoir, Serge. Tu resteras dans nos cœurs. Vous venez donc d'entendre l'hommage de Francis Khalifa, le président du CRIF, qui a rappelé qu'il avait connu Serge il y a maintenant 40 ans. Il a salué le militant qui avait la défense d'Israël et l'amour du peuple juif chevillé au corps. Il a rappelé aussi. Donc, aujourd'hui, mais il m'a envoyé pour vous lire ce message. Je regrette de n'être pas avec vous pour honorer la mémoire de notre ami Serge Agenberg, un ami cher depuis plus de 50 ans, puisque nous l'avons rencontré, Béate et moi, en 1970, quand il dirigeait le groupe des jeunes de la LICA. Ce groupe, il l'a entraîné à défendre la cause dans laquelle nous étions engagés et qui était en fait la cause de tous les Juifs de France meurtris par la Shoah. Faire juger et condamner en Allemagne les principaux chefs SS impunis qui avaient dirigé la déportation des Juifs de France. Le groupe des jeunes de la LICA s'est engagé rapidement. Elisabeth Agenberg et Claude-Pierre Bloch d'abord, en plein parlement allemand à Bonn en mai 1971. En juin 1971, Béate amène 6 jeunes de la LICA, dont Monique et Serge Agenberg et Francis Lynchner, occupaient le bureau de l'influent avocat et député Achenbach, nazi qui dirigea la section politique de l'ambassade allemande à Paris sous l'occupation et fut impliqué dans l'action anti-juive. Le retentissement de l'action des jeunes de la LICA fut très grand, mais les 6 ont passé une semaine difficile en prison à Essen avant d'être libérés. D'autres actions ont suivi,
où ils ont été engagés jusqu'à ce qu'en 1979, le procès exemplaire de Cologne, tenu sous la surveillance de milliers de Juifs de France venus y assister pendant les 3 mois d'audience. Serge, son groupe de jeunes et toute sa famille ont joué dans ce parachèvement de la réconciliation franco-allemande un rôle important. Serge a également été efficace pour nous aider dans l'affaire Barbie. À Lyon, Suzy et Beat, en août 1971, ont fait une quête chez les commerçants juifs pour payer le voyage à Munich au palais de justice de plusieurs résistants juifs. Et plus tard, fin 1972, Serge nous a aidés pour réunir l'argent nécessaire à des officiers boliviens de l'opposition pour tenter d'enlever Barbie. Cet argent, je suis allé l'apporter en Bolivie avec Régis Debray. Serge a joué ensuite un rôle capital dans la communauté juive par sa passion pour Israël, par Radio J qu'il a créé et par son talent de journaliste. Avec Serge, c'est un peu de notre jeunesse et de notre vie qui disparaît. Merci Serge d'avoir si bien réussi ta vie publique et ta vie familiale. Maintenant, pour moi, je voudrais dire que Serge aussi, je le connais depuis 50 ans. Je l'ai connu quand j'étais tout petit dans les années 70. Et vraiment, j'avais beaucoup d'affection pour lui parce qu'il était gentil, ouvert, à la fois grognon et toujours souriant et toujours volontaire. Et quand j'ai entendu, si Serge n'est pas là, c'est pas le mien, c'est parce qu'il a eu un petit souci de santé, parce que sinon il serait venu. Mais quand j'ai entendu les filles et ses filles, il n'y a rien de pire que de perdre un peu préparé toujours. Mais les choses de la vie, on ne sait pas comment les appréhender tant qu'elles ne sont pas là. Mais où on croit en Dieu, où on n'y croit pas, mais chose de très dure. Et j'avais lu, on a parlé d'un poète tout à l'heure, d'un poète israélien. Hugo, quand il avait perdu sa fille, a écrit un très beau poème qui s'appelait « À Villequier », où il disait « Vouloir ce que Dieu veut est la seule chose qui nous mette l'âme en repos ». Alors quand je perdrai mon Serge, un jour, je ne sais pas comment je réagirai, mais j'espère réagir aussi dignement que les enfants de votre Serge. Je vous embrasse tous. C'était donc Arnaud Klarsfeld, le fils de Serge Klarsfeld, qui a lu l'hommage à Serge Achdenberg de la part donc de son père. Un combat qu'ils ont mené ensemble contre les criminels nazis. Voilà, c'était donc l'hommage de Serge Klarsfeld. Doit prendre la parole Chaim Nissenbaum. Chaim, une voix que tout le monde connaît, une voix de Radio J. Voilà, Chaim qui s'apprête à prendre la parole pour rendre hommage à Serge Achdenberg. Chaim Nissenbaum. Je voudrais commencer, comme on faisait toujours à la radio, pour cette émission qui existe aujourd'hui, que j'ai commencé avec Serge, qui continue aujourd'hui et qui continuera encore, le judaïsme au quotidien. Et je voudrais commencer comme on faisait toujours, parce que Serge, il était un homme, on l'a dit dans divers termes, c'était un homme pétri de notre tradition, pétri de judéité, sans doute plus que de judaïsme, mais en tout cas de judaïté. Et à chaque fois on parlait. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer par citer un petit mot que nous trouvons dans la Torah, un petit mot de la paracha que nous lisons cette semaine, 2 parachas, Vayakel et Pekoudé. Tous ceux qui parlent hébreu, Vayakel, il l'a réuni, Pekoudé, ce sont les nombres. Il a réuni, c'est la totalité d'une vie. Il nous a réunis. Il a toujours réuni chacun d'entre nous autour d'un projet. C'est tout, Serge. Pekoudé, bien, c'est les nombres, les choses individuelles. Quand arrive le dernier jour de sa vie dans ce monde, qui que ce soit, c'est effectivement le temps des comptes, les temps où chaque acte individuel devient important. C'est exactement ce que nous laisse Serge, ce qu'il n'emporte pas avec lui, si tant est qu'il emporte quelque chose avec lui, parce que d'une certaine manière, il reste avec nous. Il y a une manière d'éternité. Je crois qu'il faut dire quelque chose. C'est que Serge, oui, on l'a dit, Serge c'est Radio J, je l'ai connu avec l'apparition de la radio, et je crois qu'on s'est découvert mutuellement. Et on n'avait pas grand-chose de commun, comme vous pouvez l'imaginer, au moins dans les manières de vivre ou de penser. Mais
on s'est très vite convaincus l'un l'autre qu'on avait tant de choses à partager. Serge, c'est finalement quelqu'un qui a fait une chose prodigieuse. La radio, oui, la radio, c'est une chose prodigieuse. Pour ceux de ma génération, c'était un miracle. C'est grâce à lui qu'il y a une voix juive qui passe sur les ondes. Et une voix juive, en plus, qui s'arrête le Shabbat, ce qui n'était pas gagné à l'origine. C'est une décision de Serge. Et cette voix juive, elle pénètre l'air que nous respirons. Elle traverse l'atmosphère. C'est le propre des ondes. C'est pour ça que je crois que dans Serge, qui ne nous quitte pas vraiment, il y a une manière d'éternité. Cette voix-là ne disparaît pas. Elle passe toujours. En réalité, aujourd'hui, quand on écoute la radio juive, en quelques mains qu'elle se trouve, quand on écoute aujourd'hui la radio juive, ce son qu'on écoute, c'est un peu de la voix de Serge qu'on entend. Et c'est pour cela qu'en réalité, oui, nous sommes réunis pour lui dire au revoir, mais c'est un vrai au revoir. Ce n'est pas juste une formule poétique. Au revoir parce qu'on ne se quitte pas pour longtemps. On va le revoir très rapidement, on va l'écouter très rapidement. Parce que finalement, Serge, c'est quelqu'un de tellement entier qu'il s'est donné à chacun. C'était donc Chaim Nissenbaum qui s'apprête à reprendre la Anecdote parole. plus précise. J'avais beaucoup de choses en tête, mais j'ai pas osé tout vous dire. Alors, comme on l'a dit, on était très différents, Serge et moi. La principale différence étant que la barbe, je la portais à l'extérieur, tandis qu'il l'avait à l'intérieur. Et donc, on parlait bien sûr souvent, quand on fait une émission comme le judaïsme au quotidien, on parle de judaïsme, et on parle de tout ce qu'on rencontre, de toutes les grandes questions. Pour tout vous dire, quand on enregistrait semaine après semaine le judaïsme au quotidien, c'était une émission qui durait un quart d'heure, donc un bon professionnel fait ça en 20 minutes, mais je savais que je devais y consacrer au moins 3 quarts d'heure, parce qu'on parlait beaucoup. Et un jour, on parlait de synagogues dites orthodoxes, ou de synagogues qui sont moins fidèles à la tradition transmise par nos ancêtres. Et il me racontait que dans sa famille, notamment, il avait l'occasion d'aller dans des fêtes familiales où il y avait des synagogues qui n'étaient pas orthodoxes. Et un jour, me dit-il, il me dit, tu sais, je ne vais pas à la synagogue, ce que je savais. Enfin, sauf exception. Pour vous révéler tous les secrets, ces derniers temps, de temps en temps, il venait dans ma synagogue. Et je ne vais pas à la synagogue. Mais, m'a-t-il dit, la synagogue dans laquelle je ne vais pas, c'est une synagogue orthodoxe. Merci, Chaim. C'était donc Chaim Nissenbaum qui rendait hommage à Serge. Je crois que Jacqueline Friedman reprend la parole. Frédéric a... Alors, c'est Nelou Cohn, voilà, qui va prendre la parole, le directeur de l'antenne de Radio J. Nelou qui va rendre hommage, lui aussi, à Serge Hajdenberg. Nelou. Ça m'est difficile de parler de Serge passé. Moi personnellement et nous, les anciens de Radio J, nous avons partagé tant de moments de vie privée, de moments de joie comme des épreuves aussi. J'ai fait la connaissance de Serge en 1985. Depuis, j'ai suivi son sillage, idéologiquement d'abord, le sionisme, un amour extraordinaire d'Israël. Son courage, un refus de compromis, c'est pour moi des exemples, c'est dans ma vie personnelle, je suis ça. Je me rappelle en 1987, donc 2 ans après mon arrivée, Radio J était dans une situation très difficile, nous n'avons pas eu les autorisations pour continuer à émettre. Et on avait une réunion, on était pratiquement sûr que Radio J va arrêter. Et là, il nous a raconté une histoire. Il nous a dit, un mois avant l'évacuation des Yamites dans le Sinaï,
Des Juifs construisaient une maison. Voilà l'exemple à suivre. On ne lâche rien, on se bat jusqu'au bout. Et on s'est battu jusqu'au bout et Radio J a eu l'autorisation et aujourd'hui, on existe toujours. Au-delà de la radio, c'est pour moi un exemple aussi de vie. Tout le monde l'a répété, c'est vraiment, à chaque fois qu'on se parlait, il finissait par « on continue le combat ». On rencontre des gens dans la vie, on se dit « j'aimerais être son ami ». Je suis fier de dire aujourd'hui que ta bienveillance, Serge, à mon égard, m'a toujours accompagné durant toutes ces années. Qu'en 35 ans, nous n'avons pas eu un seul moment de tension. Je t'ai parlé à chaque fois de mes projets, des livres, des films. Tu m'as toujours encouragé, tu m'as toujours aidé. Et depuis l'arrivée à la radio de Marc Eisenberg et Dominique Romano, nous avons continué à travailler ensemble, à discuter. Tu as continué à me donner des conseils chaque semaine. Serge écoutait la radio du matin au soir en permanence et il me faisait un rapport, tel journaliste n'a pas dit ça, tel journaliste a dit ça et pourquoi il n'a pas fait ça et il faut leur dire d'arrêter de faire ceci, cela, etc. Donc j'avais, enfin chaque fin de journée j'avais droit à une leçon de nouveau, il faut qu'ils arrêtent de dire ça et de temps en temps je disais mais il y a quand même quelque chose de bien, il se passe quelque chose de bien à l'antenne. Oui, bien sûr, il y a des choses bien, ça a bien progressé. Mais il faut que tu lui dises d'arrêter, etc. Je suis fier de ce qu'est Radio J aujourd'hui. Une radio au service d'Israël, du judaïsme, de la communauté, de la mémoire, de la culture. C'est la radio que lui voulait faire, qu'il a toujours fait. Si nous avons la meilleure notoriété des radios juives, c'est pas seulement parce que nous étions les premiers à créer une radio juive en France, c'est parce que l'équipe que tu avais, Serge, autour de toi, tu étais fidèle, elle continue à être fidèle au modèle que tu nous as laissé. J'ai cité quelques personnes de la radio, vraiment, excusez-moi si j'oublie quelqu'un. Sylvie Benchimol, Philippe Sinclair, Jacob Kaya, Chaim Nissenbaum, Mevarach Zerbib, Michel Zerbib, Frédéric Aziza, Laurence Kahn, Yves Sokol, Nicole Silbert. Nous étions ta garde rapprochée et nous allons te rester fidèles. Aujourd'hui, en tant que directeur de cette antenne, je te promets de continuer ton œuvre, Radio J. Ça sera toujours sionisme, amour du peuple juif, mémoire et culture. Suzy, je t'embrasse. J'embrasse les plus belles réalisations de Serge, sa plus grande fierté, Noémie, Yaël, Judith et Déborah. Serge, tu finissais toujours nos coups de fil par « on continue le combat ». Et la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as encore dit « on continue le combat ». Alors Serge, on continue le combat. Baruch Dayan Haemet. C'était donc Nelou Cohn qui a rendu hommage à notre président d'honneur, le cofondateur de Radio J, Dominique Romano va à présent rendre hommage à Serge Agenberg. Dominique Romano qui prend la parole. C'est difficile de passer après la famille et les amis et ceux qui ont été la garde rapprochée, comme tu dis, Nélou, de Serge. Juste quelques mots parce qu'on est beaucoup à parler. Moi, je connais aussi Serge depuis plusieurs dizaines d'années. J'ai commencé le militantisme et dès qu'on est militant, on rencontre Serge Agenberg, en fait. Je pense que ça fait partie du concept des Juifs de France. Et j'ai envie, en vous entendant tous aujourd'hui, de le comparer à un athlète olympique. Parce qu'en réalité, Serge, il a été dans tous les combats. Tous, tout le temps, y compris contre la maladie. Serge avait un très mauvais caractère, de ce que j'ai vu. Mais en fait, il avait un bon cœur. Et donc, ce mélange de force et de douceur, vous en avez tous parlé, et moi je l'ai toujours vécu avec lui. C'est un exemple pour moi, et c'est difficile pour un petit juif comme moi de venir après et d'essayer de continuer ce relais d'athlète olympique qu'il m'a passé pour continuer à diriger cette radio, qu'en l'occurrence je ne dirige pas d'ailleurs, je finance seulement, parce que les équipes sont très bonnes et ce qui se passe est bien. Serge est un combattant. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les combattants. Serge est un soldat de notre communauté, quelqu'un qui, tous les jours de sa vie, s'est battu avec sa famille
pour pouvoir faire en sorte que nous, le peuple juif de France, on puisse tenir debout, on puisse être fiers. Ce n'est pas que la radio, c'est un militantisme permanent de chaque instant, dont je suis fier de prendre le relais et dont j'espère arriver à, malgré le petit séfarade que je suis, à transformer mon caractère en mensch, en ashkénaze. Je vais finir par m'habituer à manger le gefilte fish. J'arriverai à trouver des bonnes choses, mais en tous les cas, je peux te faire une promesse, Serge. C'est que après toi, il y aura toujours toi. Et à travers nous, à travers ta femme, à travers tes enfants, à travers tes petits-enfants, à travers toutes les équipes de Radio J, à travers toute la communauté qui te doit tellement, eh ben, nous prenons ce relais. Nous en sommes fiers, nous en sommes très fiers, et nous faisons tout pour t'honorer et pour honorer le peuple juif que tu as toujours honoré dans ta vie. Merci. Nous sommes donc toujours en direct de la cérémonie, le dernier hommage à Serge Agenberg. Dominique Romano vient de prendre la parole. Frédéric Aziza devrait lui succéder au micro. Frédéric Aziza, qui rend un dernier hommage à Serge Agenberg. Frédéric Aziza. Alors moi, mon histoire avec Serge, avec Radio J, remonte à quelques années déjà, près de 40 ans, 39 ans précisément. J'étais alors un jeune étudiant dans une école d'ingénieur en informatique et j'avais une passion, c'était le journalisme. Alors un jour de juin 1982, je me décide à appeler Radio J et je tombe sur Serge et je lui dis Serge, enfin je lui dis pas Serge parce qu'à l'époque je ne le connaissais pas, je lui dis je voudrais rejoindre votre équipe. Et donc il me dit venez dans quelques jours à Radio J. Les studios se trouvaient à l'époque rue du Borrego. Et donc, j'arrive précisément à Radio J. Le premier jour que je passe à Radio J, c'était le soir du 8 juillet 1982. Je me souviens de cette date puisque c'était le soir du match France-Allemagne à la Coupe du Monde de Séville. Donc, 1982. Et depuis 39 ans, Serge m'a permis d'aller au bout de ma passion, c'est-à-dire le journalisme. Et je dois dire que sans lui, je ne serais pas devenu le journaliste que je suis aujourd'hui. Je lui dois tout à Serge. Serge a tout donné à la radio. Il a sacrifié une partie de sa vie à la radio. Sans lui, la radio ne serait pas ce qu'elle est. 40 ans après, Radio J est devenue une radio reconnue, une radio qui compte, comme l'a dit Francis Khalifa, au sein de la communauté juive, mais aussi bien au-delà. La preuve, tous ces messages qui lui ont été envoyés par les plus hautes personnalités politiques françaises, notamment, je vais en citer quelques-uns. Bertrand Delanoë, je vais vous faire état de son message. Bertrand Delanoë, excusez-moi. J'ai éprouvé donc ce message que m'a envoyé hier Bertrand Delanoë. J'ai éprouvé une immense tristesse lorsque Pierre Chapira m'a donné aujourd'hui cette triste nouvelle. Nous avons partagé avec Serge de très beaux moments auxquels tu es évidemment associé. Je garde pour lui amitié et fidélité, bon courage, amicalement. Anne Hidalgo également a voulu réagir au décès de Serge. Elle a posté un message sur Twitter. Pensée émue à l'annonce du décès de Serge Agenberg, fondateur de Radio J. La voix la plus connue et aimée des Juifs de France était aussi une grande voix parisienne, toujours présent contre l'antisémitisme. À nos côtés, il manquera. Manuel Valls aussi a réagi au décès de Serge. Très triste d'apprendre le décès de Serge Agenberg, fondateur de Radio J. Une voix respectée et un engagement permanent contre l'antisémitisme. Il nous manquera. Mes pensées émues à sa famille et à ses proches. On peut citer aussi François Bayrou, Dominique Strauss-Kahn qui a adressé un message ce matin que je vais vous lire. Dominique Strauss-Kahn, je suis désolé d'apprendre cela. J'avais beaucoup d'estime pour Serge. Peux-tu présenter mes condoléances à son épouse? Bien à toi. Également Julien Drey, Christian Jacob, le président du Parti républicain, mais surtout le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, donc, qui m'a adressé ce message hier. J'imagine votre tristesse
à la disparition de Serge. Je sais la dette que nous avons tous à son égard, comme l'amitié qui vous unissait. Recevez ici mon soutien et les condoléances à leur courage. Les combats sont à poursuivre et à la fin, nous gagnerons avec mon amitié sincère, Emmanuel Macron. Voilà. C'était donc Frédéric Aziza qui rendait hommage à Serge Hajdenberg. À venir, le prochain intervenant pour rendre hommage à Serge Hajdenberg, Michel Zerbib. Michel Zerbib, une voix que tout le monde connaît aussi à la radio, fidèle des fidèles. Michel Zerbib qui s'apprête donc à prendre la parole et à rendre hommage à Serge Hajdenberg. Michel Zerbib. Serge, j'ai du mal à parler de toi au passé, c'est pas possible. C'est inouï pour moi, tu es la voix justement, la vraie voix. La voix de l'information, mais pas seulement, c'était la voix de la lutte, du combat, de l'expression, de la défense de toutes nos valeurs. Et je disais dans un petit mot, oui, Serge, ce fut mon maître et mon ami. J'étais en charge de l'information à Radio J. Vous imaginez bien qu'avec le caractère de Serge, c'était pas tous les jours facile. C'était exigeant, c'était fort, mais ça nous menait dans tous les combats. J'ai rencontré Serge en fait au moment de la guerre du Golfe. À cette époque, j'étais encore enseignant, mais j'aimais bien, comme a dit Frédéric, on avait envie de faire du journalisme, c'était une passion déjà naissante. Et c'est l'ultimatum qui est lancé sur Israël par Saddam Hussein, et on se dit, il va falloir aller en Israël. Et d'ailleurs, il demande s'il y a des gens peut-être dans la radio qui veulent l'accompagner. J'étais dans l'enseignement et j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. J'ai quand même pris quelques jours de congé et je suis parti avec lui. On est arrivé le soir chez Noémie. Noémie, pardon, vous ressemblez, pardon. Et c'est là où j'ai compris que, avec Serge Hajdenberg, il se passerait toujours des choses, il y aurait toujours de l'action, il y aurait toujours du mouvement et il y aurait toujours du combat. Tout le monde l'a dit, tout à l'heure Nélou l'a dit. Le combat continue, c'est vrai que c'était notre phrase. On l'a dit tous les jours. Ça, c'est la phrase estampillée Serge Hajdenberg. Le combat continue. Ces 25 dernières années ont été très dures. C'était un combat très dur dans la communauté juive pour la défense d'Israël, les remontées d'actes antisémites. Et on pourrait dire 24 heures sur 24 en communication pour essayer de combattre, comme si on était nous-mêmes en quelque sorte des policiers ou des militaires, ce que nous n'étions pas. Nous étions juste, on essayait d'être des éveilleurs de conscience. J'ai du mal à, pardonnez-moi, avec tous ces beaux discours et tellement forts, j'ai du mal à parler de Serge au passé, je le disais, et je continue à penser que oui, nous allons, nous, pas seulement l'équipe de Radio J, la communauté juive, continuer ce combat, ce beau combat pour la liberté, pour Israël, pour les valeurs et pour les droits de l'homme. C'était le symbole pour moi, justement, de Serge Hajdenberg. Serge, adieu et à bientôt. C'était donc l'hommage de Michel Zerbib à Serge Hajdenberg. Je vous rappelle donc que nous sommes en édition spéciale, que nous vous faisons vivre en direct cet très très émouvant hommage à Serge Hajdenberg. À venir, Meir Habib, le député Meir Habib, qui va rendre hommage à Serge Hajdenberg. Meir Habib que nous entendons régulièrement sur l'antenne de Radio J, qui lui aussi est un fidèle des fidèles. Meir Habib. Shalom à tous. J'ai écouté tous les discours, je n'étais pas à Paris. Et je suis bouleversé par tous ces témoignages extraordinaires. J'ai parlé à Serge la dernière fois, samedi dernier.
Lorsque sa fille m'a appelé en m'expliquant qu'il était gravement malade, on savait évidemment qu'il était malade, on a même eu l'occasion de fêter à l'époque le fait qu'il était guéri, et il était fier de dire que ça avait été le greffé du cœur le plus âgé de France, ou du monde peut-être, du monde, autant pour moi. Mais pour vous dire que je pensais lui laisser un message la semaine dernière. Et lorsque j'ai laissé, et en fait, il a décroché. On est resté au téléphone, on a parlé, c'était le même Serge. Et finalement, pour moi, Serge était immortel. Serge est un exemple dans mon militantisme. Moi, avant d'être député, je suis militant. Et lorsque je suis rentré au CRIF, à l'époque, Henri, tu t'en souviens, j'étais surtout un nervi de choc, plutôt de la communauté juive, puisque j'ai grandi au Bétard. On s'est beaucoup bagarré quand on était jeune, beaucoup avec l'extrême droite, principalement à l'époque. Pas une honte. Mais quand je suis arrivé à l'époque au CRIF, bien avant d'être député, j'avais toujours eu le soutien total, absolu, à chaque instant, de Serge Agenberg. Évidemment, j'avais l'amitié d'Henri. Idéologiquement, j'étais plus proche de Serge Agenberg. Moi, j'ai pas de devoir de réserve, je le dis, mais même si jamais j'ai évidemment l'amitié pour les deux. Nous étions extrêmement proches. Il était cash. Il n'y avait pas de chichi. Il disait ce qu'il avait au plus profond de lui-même. Il était là pas pour plaire, il était là pour être lui-même. L'État d'Israël lui doit énormément. J'ai dit à Benjamin Netanyahou, qui va vous envoyer un mot que je connais très bien les frères Agenberg depuis toujours, puisque c'est les frères Agenberg, Henri et Serge et Henri, sont des piliers de notre communauté. Donc l'État d'Israël doit énormément à Serge. La France doit énormément à Serge. La communauté juive de France doit énormément à Serge. Ça a été un militant hors pair avant tout le monde. Et en s'adaptant aux nouvelles méthodes, ça a été la première radio. À l'époque, Radio Juive, c'était extraordinaire. Il n'a jamais changé, il a jamais essayé de plaire un peu plus. Il a été lui-même, et j'ai écouté vraiment tous les témoignages de ses filles, de sa femme, qui étaient bouleversants, parce que c'était lui. Et vraiment, aujourd'hui, évidemment, personne n'a un contrat à durée indéterminée sur cette terre, et on est tous amenés, mon cher Nélou, à partir un jour ou l'autre. Mais aujourd'hui, il y a un bébé, ce bébé, c'est sa radio. Dominique, je tiens vraiment à dire que toi, avec Marc, c'est important de se tenir le flambeau, avec tout le respect que j'ai pour les autres radios. Mais Radio J, c'est à part. Radio J, c'est une radio qui est à part. Et aujourd'hui, c'est la radio de Serge. Mais elle est, comme ça a été dit tout à l'heure, en de très bonnes mains aujourd'hui. On va continuer le combat. Parce que c'était son combat. Parce que ça a été mon ami, mon copain, mais aussi mon maître, mon exemple dans le militantisme. Et je voudrais dire à ses filles à quel point on l'aimait, à quel point il nous manque, à quel point c'était alors on parle de lui au passé, au présent, on est tous un peu bouleversés. Mais c'est nous, ça fait partie de notre vie, on ne l'oubliera jamais. On se bat pour lui. Je vous disais que, au nom de l'État d'Israël, réellement, moi je ne suis député français, donc c'est mais je dis ce matin que M. Netanyahou vous souhaite tout. Il a bien connu, et vous allez recevoir d'ailleurs un mot de sa part, et on est tous bouleversés par la mort de Serge. Chez Zecho Baruch. C'était donc le député Meir Habib qui rendait hommage à Serge Agenberg, qu'il a qualifié de maître, son maître, qu'il a connu il y a donc fort longtemps dans son action. Iliana Soskin doit désormais prendre la parole pour rendre hommage à Serge Agenberg. Yael, mais mes mots s'adressent à toutes ces filles. J'ai Yael peut-être une fois par semaine, peut-être parfois 2, parfois 3, parfois tous les matins. Et je ne sais pas pourquoi samedi, j'ai raconté une anecdote à Yael que j'avais jamais racontée et que Yael m'a demandé de vous raconter aujourd'hui. Il y a peut-être 20 ans de ça, Serge a organisé avec la radio un voyage pour les enfants victimes de l'attentat en Israël du Delphinarium. Ces enfants étaient invités à Paris une semaine, accompagnés, Serge et l'équipe de Radio J, avec cette trentaine d'enfants, dans les cars, visiter Paris. Et après une visite de la Villette, où on était un peu épuisés, on a été dans un bar, dans un café, je ne sais plus trop où, et les enfants avaient tous un badge « Nous continuerons à danser ».
Nous étions dans ce bar et des enfants ont donné les badges aux policiers qui nous accompagnaient, qui escortaient tous ces enfants. Et les policiers avaient des badges, nous continuerons à danser. Et un des enfants a mis de la musique, une espèce de musique un peu techno israélienne. Je ne sais pas si Serge aimait danser. Il aimait danser. Alors ce soir-là, on ne sait pas par quelle magie ça s'est opéré, mais les policiers ont voulu danser avec les enfants. Et Serge est venu, et on a pris la main des policiers, de tous les enfants, et on a dansé pendant plusieurs heures avec tous les enfants. Je voulais vous raconter cette histoire parce que Serge avait une bonté, avait une générosité, et ce soir-là, il avait l'amour dans les yeux, la joie d'avoir pu faire danser à nouveau ses enfants. Serge, ce sont ces choses-là que tu nous as transmises, ces choses-là que vous nous avez transmises, à nous, les enfants du renouveau, Jacqueline, Serge, Henri, Elisabeth. Je penserai à toi, Serge, lors de chacune de mes futures plaidoiries, avec Patrick, avec Yaël. Yaël, on finira par en gagner. Je penserai à toi quand nous combattrons à nouveau et encore et tant qu'il faudra l'antisémitisme à la barre. Nous repenserons aux choses que vous nous avez transmises, qui nous ont construites et qui fait ce que nous sommes. Celles avec lesquelles nous avons grandi, vos aventures et vos anecdotes du procès d'Ishka, vos manifestations pour les Juifs du RSS, ce voyage pour les enfants du Delphinarium. Vous nous avez transmis, tu nous as transmis un héritage magnifique dont nous sommes fiers. Et ce qui est magnifique, c'est tout cela ira au-delà, car nous continuerons à le perpétrer pour vous. Nous continuerons à honorer ta mémoire, à porter tes valeurs, tes couleurs, devant les prétoires face aux nazis. Pour toi, en ton nom, pour vous, nous continuerons à plaider, à militer et aussi à danser. Que Dieu te garde. C'était donc Ilana Soskin qui rendait hommage à Serge Hachdenberg. Nous sommes donc toujours en direct de la cérémonie, le dernier adieu à Serge Hachdenberg. Son frère Henri Hachdenberg, ancien président du CRIF, va prendre la parole pour lui rendre hommage. Bonjour Henri la Hachdenberg. famille, les amis qui ont été très très proches de Serge. Il me revient de conclure, et c'est pas facile après avoir entendu toutes ces interventions, mais dans le militantisme, j'ai quand même été le plus proche de Serge. Et les uns et les autres, vous connaissez ses engagements. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller sur Ouz Ouz, les personnalités. Serge en fait partie. Et alors, en yiddish, c'était Vuz Vuz. Aurait dit mon père, qui s'adressait très souvent à nous en yiddish. Serge, je vais vous faire une révélation qui n'est pas dans le Vuz Vuz. Il est né à Rothschild. Il est né chez Rothschild. Les décrets infamants d'octobre 1940 avaient déjà été pris et notre mère est tombée enceinte. Serge est né en novembre 41, le 20 novembre 1941, et c'est assez pittoresque comme c'est intervenu, cet accouchement, puisque notre mère était à la maison, elle a commencé à avoir ses douleurs vers 1h du matin, elle a perdu les os, elle est allée voir la concierge, elle était seule à ce moment-là, et la concierge, Madame Cornu, du 16 rue Mellet, l'a emmenée au commissariat de police. Et elle est partie avec les pimpons à l'hôpital, avec 3 agents de police qui l'ont accompagnée dans ce car de police secours, et elle est arrivée à l'hôpital Rothschild où elle a accouché. Ma mère nous a raconté que Serge l'a sauvée 2 fois. Il l'a sauvée une première fois parce que quelques mois plus tard, alors que notre père avait fui Paris,
alors que l'armée allemande était déjà entrée dans Paris en juin 1941. En juillet 1942, il y a eu la rafle du Veldiv. Et ma mère, qui était à la fenêtre, a vu, qui était chez elle et seule, notre père n'était plus là, il était parti à Lyon. Elle a vu les femmes et les enfants arrêtés. Et Serge avait moins de 2 ans, on n'arrêtait pas les femmes qui avaient un enfant de moins de 2 ans. Elle n'a pas été arrêtée dans cette rafle. La deuxième fois où Serge l'a sauvée, racontait-elle, c'est quand mes parents ont décidé de se réfugier en Suisse. Ils ont traversé la montagne en hiver, en marchant dans la neige pendant des heures, et arrivés au poste frontière, les Suisses refoulaient les Juifs qui avaient des enfants de plus de 14 ans. Ma mère tenait Serge dans ses bras, et mon père et ma mère ont pu pénétrer en Suisse. Il a été élevé près de notre mère. Il a eu cette chance, car dans le camp de réfugiés, elle a été désignée pour s'occuper des petits-enfants, et elle avait Serge avec elle toute la journée. Je vous ai entendu tout à l'heure, les petits-enfants, dire avec beaucoup d'émotion ce que vous ressentiez par rapport à votre grand-père. Et en Israël, quand il sera enterré la semaine prochaine, quand il sera enterré en Israël, il y aura les autres petits-enfants israéliens qui seront présents. Et Serge était non seulement fier de ses enfants qui vivent à Paris, des petits-enfants qui vivent à Paris, mais des petits-enfants qui vivent en Israël et qui seront tous là. Et on entendra malheureusement les mêmes larmes. Serge n'a pas pu avoir de larmes pour ses grands-parents maternels et pas de larmes du tout pour ses grands-parents paternels. Il y avait une photo dans notre salle à manger. Le midi, le soir, à chaque fois que nous déjeunions et dînions, nous avions cette photo derrière notre père qui représentait une partie de sa famille à Varsovie, à un mariage. Et 3 de ses frères qui sont sur cette photo, nous ne les avons jamais connus, mais nous n'avons jamais connu les parents de notre père. Nous n'avons jamais pu les pleurer, comme vous pleurez votre grand-père aujourd'hui. Je pense que cette photo qui était toujours présente chez nous, à chaque fois que nous prenions nos repas, d'une certaine manière, c'était la transmission de notre tragédie, l'histoire de la Shoah, qui était chez nous en permanence. Il n'y avait pas besoin d'en parler, et nous n'en parlions pas. Mon père ne savait pas qu'étaient devenus ses parents, quand, où, comment ils avaient été exterminés. Et nous ne pouvions pas aborder cette question avec lui. Serge a eu la tendresse des mots en yiddish de notre père, qui s'adressait souvent à nous en yiddish. Et tout à l'heure, quand vous parliez de la radio, qui a été créée en 1981, oui, nous étions très fiers des informations, des reportages, mais la première fois que, personnellement, j'ai entendu une chanson en yiddish passée par Serge sur cette radio, ça a été un instant de bonheur. Serge a eu un parcours que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, donc je vais le situer très rapidement parce que vous ne le trouverez pas dans le Vus-Vus. Il a commencé son militantisme très tôt, il avait peut-être 17 ans. Il a rejoint la LICRA, qui s'appelait la LICA alors,
qui était encore présidé par Bernard Lecache, le fondateur de la LICA. Il a fondé la LICA au moment des pogroms en Russie pour défendre les Juifs qui étaient victimes de pogroms. Serge a rejoint la LICA parce que nos parents aussi avant la guerre se sont connus dans des manifestations de la LICA. Et Serge a été un militant dans des groupes qu'on pouvait appeler des groupes de choc à ce moment-là, qui existaient déjà avant la guerre à la LICA et qui ont été reconstitués après la guerre avec des plus ou moins jeunes, parce qu'il y avait des gens que j'ai connus, qui étaient d'anciens résistants et qui faisaient encore le coup de poing après la guerre. Et je pense aujourd'hui à eux. Et Serge s'est engagé pour faire le coup de poing. Et ce que la plupart d'entre vous ne savez pas non plus, c'est que sa première manifestation, il ne l'a pas fait dans la communauté juive. Il l'a fait derrière Mendès France, en 1958, quand le général de Gaulle voulait prendre le pouvoir, qu'il a finalement conquis. Pour défendre la République, il a manifesté, Serge. Et puis après, il devait rejoindre l'armée. Il avait 18 ans. C'était la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie, quand on parle aujourd'hui d'une génération sacrifiée du fait de l'épidémie du Covid, on ne le sait peut-être pas, mais c'est 25 000 jeunes du contingent de 18 à 25 ans qui sont morts, restés en Algérie, 65 000 blessés de 18 à 25 ans, 250 000 Algériens qui sont morts, les Juifs d'Algérie qui ont souffert à ce moment-là, environ 10 000 civils, dont beaucoup de Juifs sont morts. Serge a préféré un autre combat par le feu. Il s'est engagé dans les pompiers de Paris. Il était au feu, mais pendant 3 ans. 3 ans pour ne pas partir en Algérie. Et puis, après, il a continué de militer, bien évidemment. Et je l'ai un peu poussé au militantisme, mais lui m'a attiré vers la LICA. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les événements de mai 1968. En mai 1968, j'étais étudiant en fac de droit et on était en pleine période du gauchisme antisioniste. Et on était entre deux feux, en parlant de feu. D'un côté, l'extrême droite antisémite dans les facs, et beaucoup de leaders de l'extrême droite antisémite sont devenus ministres à certains moments sous des gouvernements de droite. Ils s'étaient assagis, mais à cette époque-là, ils faisaient le coup de poing aussi. Mais on avait surtout affaire au mouvement gauchiste antisioniste. J'ai dit à Serge ce qui se passait, ça veut dire qu'on ne pouvait pas prendre la parole quand on était juif. Aujourd'hui, il y a encore certaines universités où des juifs ne vont pas réussir à prendre la parole aussi, comme aux États-Unis, en Angleterre. C'était pas l'islamo-gauchisme, c'était le gauchisme qui n'était pas du tout antisémite parce que la plupart des gauchistes avaient des leaders juifs dont les parents, pour certains, avaient été des communistes engagés, des résistants. Ils étaient antisionistes idéologiquement, trotskistes, et on ne pouvait pas prendre la parole quand on défendait Israël. Donc j'ai raconté ça à Serge, et on a constitué un groupe de défense. Peut-être le premier groupe aussi important dans la communauté juive de notre génération. Tout le monde pouvait venir, quelles que soient ses positions de gauche ou de droite, pour venir s'entraîner dans les locaux de la LICA que Jean-Pierre Bloch a mis à notre disposition après que je l'ai convaincu qu'il fallait que nous puissions aussi former un groupe de jeunes pour se défendre et prendre la parole dans les facs. Et Serge a pris, c'est lui qui menait le groupe. Parce que Serge, peut-être ses filles l'ont dit tout à l'heure, était très sportif, c'était un grand sportif. Et après avoir aussi fait 3 ans chez les pompiers de Paris, il avait été aussi très entraîné, mais une révélation, il était
ceinture marron de karaté. Et c'est lui qui a pris la direction, de l'entraînement. Et d'autres nous ont rejoints après, et nous avons eu des épisodes assez marquants à cette époque-là. Notamment, il y a eu contre l'extrême droite et Sidos, qui était le leader de l'extrême droite, le fils d'un ancien collabo, qui faisait son tour de France avec le slogan « La France aux Français ». Nous sommes allés arrêter son tour de France à Orléans en faisant le coup de poing dans la salle. Et après, nous avons fait le coup de poing contre les gauchistes dans un épisode qui est resté dans certaines annales, à la fac de Sancier, où il y avait eu un stand de juifs pro-israéliens qui avait été attaqué par les gauchistes, et on est allé se frotter aux gauchistes de Sancier, qui étaient sur les toits de cette fac et qui balançaient des chaises sur nous qui étions en bas. Et c'était parmi les épisodes de cette époque qui ont donné naissance après au comité juif d'action, parce que d'abord nous avons eu les jeunes de l'ADICA, nous avons fait aussi avec Philippe Riffman qui est là, le premier groupe d'avocats jeunes, des jeunes juifs, pas des jeunes juifs, des jeunes de l'ADICA, et nous défendions tout le monde. Ça veut dire qu'on défendait les Arabes et les Juifs. Les Arabes qui étaient victimes de racisme et les Juifs qui étaient victimes d'antisémitisme. Serge, il faut que vous le sachiez, était un républicain, je l'ai dit tout à l'heure, un grand démocrate et foncièrement contre le racisme. Et il défendait les Arabes comme les Juifs. Donc, je vous ai raconté cet épisode où nous avons après constitué le comité juif d'action. Ça a été après la guerre de 1973, mais Serge s'était déjà engagé en 1967 à Lyon pour collecter de l'argent pendant la guerre des 6 jours, pour collecter de l'argent pour les Israéliens. En 1973, comme tous ceux qui sont là, qui sont de cette génération, on a craint qu'Israël allait perdre la guerre qui avait déclenché l'Égypte et on s'est mobilisé et on a commencé à créer ce comité juif d'action qui s'est développé et qui a donné naissance par la suite au renouveau juif. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing est devenu président de la République et il y a eu le chantage au pétrole qui a suivi la guerre de Kippour de 1973 et la France est tombée dans une attitude anti-israélienne. Ça a été d'abord en 1975 la reconnaissance de l'OLP, qui était un groupe terroriste à l'époque mené par Arafat et qui, en 1975, avait pignon sur rue. On était aussi après les Jeux Olympiques de 1972 où les athlètes israéliens avaient été massacrés. Nous avons voulu créer un groupe politique pour donner à ce moment-là une voix politique à la communauté juive. Et nous avons commencé à contester Valéry Giscard d'Estaing et sa politique anti-israélienne. On l'oublie aujourd'hui, il y a quelque temps, on rendait hommage à Valéry Giscard d'Estaing qui est décédé, mais il a non seulement accepté l'ouverture du bureau de l'OLP à Paris, mais après, il a livré une centrale de recherche nucléaire qui était militarisable à l'Irak, centrale qui a été bombardée en 1981 par Israël. Mais à cette époque-là, c'était très, très dangereux pour Israël parce que l'Irak était un ennemi d'Israël. Et il a boycotté systématiquement sur le plan diplomatique Israël. Et même, il y avait le boycottage économique de Raymond Barre, son Premier ministre. Donc, on a développé à ce moment-là une action. En 1977, nous avons, au sein du renouveau juif, il y a des anciens qui sont là, fait déjà un vote juif
contre Jacques Dominati, qui était le secrétaire général du Parti républicain qui soutenait Valéry Giscard d'Estaing. Et nous avons fait battre Valéry Giscard d'Estaing dans le 2e et 3e arrondissement de Paris. Puis après, nous avons eu l'aventure des 12 heures pour Israël, où Serge a joué un rôle considérable. Pourquoi considérable? Parce que il a organisé, notamment avec Daniel Buck, qui vit maintenant en Israël, toute la structure des 12 heures pour Israël. On ne connaissait pas. C'était notre première, pas manifestation, parce qu'il y a des manifestations, on en avait fait beaucoup, mais nous avons fait une manifestation qui a accueilli plus de 100 000 personnes en 1976. À part la fête de l'humanité, il n'y avait jamais eu une manifestation aussi importante en France. Et Serge s'est occupé de toute la structuration de la manifestation. Et il s'est occupé d'organiser le service d'ordre. Et c'était pas rien, parce que je vais vous raconter une anecdote que peu de gens connaissent. Un groupe de gauchistes français a voulu placer une bombe à l'entrée des 12 heures où les gens entraient par les caisses. Et un des gars du service d'ordre a vu la mèche allumée, l'a éteinte. Incroyable. Nous ne l'avons pas dit parce que nous voulions que les gens reviennent dans les manifestations. Ils ont été arrêtés, ce groupe de gauchistes, un peu plus tard. Le soir même, ils ont mis une bombe devant une banque Rothschild qui a explosé. Et nous avons réalisé les 12 heures pour Israël à 3 reprises. Et les premières 12 heures, Pierre Mendès France est venu aux premières 12 heures pour Israël. Il revenait d'Israël, il y avait eu pour la première fois des Arabes qui en Cisjordanie votaient et qui ont pu voter grâce aux Israéliens. Et Pierre Mendès France a eu un succès extraordinaire à ces 12 heures pour Israël. Mais ce qui était important, c'est le nombre de gens qui venaient soutenir Israël. On n'avait jamais vu ça. Nous avons recommencé en 1977 et en 1980. En 1980, il y a même une télévision qui a annoncé 200 000 personnes aux 12 heures pour Israël. Et comme tout à l'heure, je ne sais pas qui l'a rappelé, comme nous étions dans une attitude contre Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, qui devait se présenter un an plus tard aux élections présidentielles, est venu aux 12 heures pour Israël et il s'est adressé à la foule en soutenant Israël avec des nuances, comme Pierre Mendès France l'avait fait 3 ans avant, mais en soutenant Israël. Et la première démonstration de ce qu'avait compris François Mitterrand de la présence des Juifs qui soutenaient Israël dans cette France, c'est que son premier voyage officiel, il l'a fait en Israël et qu'il est allé prononcer un discours célèbre à la Knesset. Quand nous avons fait les 12 heures pour Israël, les premières 12 heures, c'était juste un an, si je ne me trompe pas, ou un an et demi après les accords entre Sadat et Begin, qui avaient fait la paix entre l'Égypte et Israël. Et c'était Menachem Begin qui était au pouvoir en Israël. Nous n'avons jamais fait de la politique israélienne. Nous avons toujours soutenu Israël, quelque gouvernement que ce soit. Et quand, à la tête du CRIF, pendant le processus de paix, après les accords d'Oslo qui avaient été signés par Rabin et Arafat, j'ai convaincu le bureau exécutif du CRIF de faire un voyage pour la paix et d'aller non seulement en Égypte, en Jordanie, mais de rencontrer Yasser Arafat. Mon frère Serge n'était pas tout à fait d'accord avec moi. Il avait encore dans sa tête l'image du terroriste de Yasser Arafat. Et moi, je disais, nous sommes dans le processus de paix et la paix se fera avec les anciens ennemis. Il m'a défendu. Il n'était pas tout à fait d'accord avec moi, mais il m'a défendu dans la communauté. Parce qu'il y avait des gens comme toi, Meir, qui n'étaient pas d'accord. Et peut-être l'actuel président du CRIF. Et nous avons fait ce voyage qui a été important.
Pourquoi il a été important? Parce qu'on a fait la démonstration à cette époque que les Juifs étaient concernés par la paix qui devait se faire entre Israéliens et Arabes et Palestiniens. Bon, beaucoup d'eau ont coulé depuis, mais nous avons eu aussi des démonstrations très importantes avec un service d'ordre qui était constitué par Serge. Quand il y a eu, en 1990, si je ne me trompe pas, la profanation du cimetière juif de Carpentras, il y a eu des milliers de Juifs qui étaient derrière la barrière les bannières, du renouveau juif, place de la Nation. Nous avons constitué le groupe le plus important de cette communauté pendant des années. Et donc, Serge a eu son rôle avant qu'il prenne la direction de la radio. Ça a été rappelé par Jacqueline, qui a été la présidente de la radio pendant des années. Serge, qui est là, Klugman, était très présent aussi à côté de lui. Donc, des anciens se souviennent. Et je pense qu'il a eu un parcours fantastique. Ça a été rappelé par les uns et par les autres. On a dit de lui que c'était un grand militant. Il a effectivement milité pour les Juifs d'Urs, pour les Juifs de Syrie, de tous les combats. Il était présent avant la radio et avec la radio. Et je voudrais dire que il avait à la bouche qu'il fallait se battre et qu'il fallait continuer le combat. C'était effectivement pas simplement un grand militant, c'était un combattant du peuple juif, un combattant de la cause juive. Il est mort sur cette terre de France qu'il aimait de tout son cœur, et il avait toute son âme avec Israël. Je pense qu'il avait aussi une grande place dans tous nos cœurs et que c'est une grande perte pour cette communauté juive pour laquelle il a beaucoup agi. Merci Henri, merci chacun et chacune. Ainsi s'achève cette retransmission de l'hommage à Serge Ajdenberg, le cofondateur de Radio J et son président d'honneur avant son départ pour Israël. Autour de sa femme Suzy, de ses 4 filles, Noémie, Yaël, Judith, Déborah, de ses petits-enfants, ses amis se sont associés à cet hommage émouvant, mais aussi le président du CRIF, Francis Khalifa, Arnaud Klarsfeld, Chaim Nissenbaum, Frédéric Aziza, Michel Zerbib, pour ne citer que ces noms-là. Une cérémonie donc très très émouvante que nous avons suivie en direct pour vous sur Radio J. Radio J.